vous me connaissez, vous commencez en tout cas à me connaître tout doucement, au fur et à mesure que les vidéos passent, bien évidemment, et vous avez compris une chose, c'est que j'adore parler de ce que j'aime. Voilà, oui, je suis comme ça, moi j'aime débattre, j'aime parler de mes passions, de ce qui me fait plaisir dans la vie. Après avoir abordé mes 10 animés préférés, après avoir abordé mes chansons Disney préférées qui me font kiffer quand je chante sous la douche, eh bien aujourd'hui nous allons parler de mes films Harry Potter préférés, haha. Et oui, les films Harry Potter, la saga dont je suis fan depuis au moins 6-10 ans, dans cette période-là en tout cas. Comme je vous l'ai dit, je suis fan de cette saga, mais depuis tellement longtemps, je ne saurais même plus vous dire quand est-ce que j'ai regardé le premier film. En tout cas, en ayant vu les films au début, c'est vrai que la plupart d'entre eux me faisaient plaisir, me plaisaient, je trouvais ça chouette, amusant, enfin bref, tout ce qui peut être rigolo dans la vie. Par contre, en grandissant, en prenant un petit peu de l'âge, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai appris donc à mieux discerner les films, à mieux les apprécier et à me faire un avis sur chacun d'entre eux. Et bien justement, aujourd'hui on est là pour ça. Cet avis, vous allez le découvrir avec moi dans cette longue vidéo, j'imagine, puisqu'on va traiter les 8 films Harry Potter. L'ordre n'a pas d'importance, c'est les films qui, selon moi, sont classés de la pire place à la meilleure place. Votre avis sera évidemment différent, ça je n'en doute pas. Bon, ça fait déjà 2 minutes que je babelle, que je parle avec vous, il est déjà bien trop tôt, il est déjà surtout bien trop tard, on a beaucoup trop parlé, donc allons-y pour le classement de mes films Harry Potter préférés, mes 8 films Harry Potter préférés, c'est parti. Ah là 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 là, ah, je sais que ça va rager dans les commentaires, ça va déverser son sang, le venin de ses morts sous cette vidéo, je n'en doute pas. Mais je suis désolé les gars, je n'arrive toujours pas et je pense que je n'aimerai jamais Harry Potter et la Coupe de Feu, qui selon moi est le plus inutile, j'emploie bien le mot inutile, de la saga. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous pouvez me cracher vos pierres, vos morts, vos tomates, tout ce que vous voulez, je suis prêt à encaisser, allez-y, ça ne m'atteindra pas. Bon, bien sûr, avant de cracher le petit venin, et que dis-je, le grand venin que j'ai sur ce film, on va quand même parler des points positifs, parce qu'il y en a à retenir, et même si le film est pas très bon, voire mauvais, il y a quand même des bonnes choses à en retenir, quand même, il y a du positif. Prenons par exemple le premier point positif. Démontrer la rencontre avec les différentes écoles du monde de la magie est une excellente idée, tout simplement parce que ça permet un petit peu d'ouvrir l'univers Harry Potter, de ne pas rester cantonné à Poudlard. On sait qu'il y a d'autres écoles, hein, en France, au Japon, enfin bref, il y en a un petit peu partout. Et justement, chaque champion du tournoi des 3 sorciers a son caractère bien à lui, un caractère qui le différencie des autres personnages. Donc ça aussi, c'était vraiment une très bonne idée. Autre moment positif pour moi dans la saga, c'est le moment de la Coupe du Monde de Quidditch. Alors ça paraît peut-être anodin, mais je trouve que visuellement cette scène est très bien réalisée. Ça nous démontre l'importance d'une Coupe du Monde dans le monde du Quidditch, les différentes nations, justement les thèmes de cette Coupe du Monde, l'ambiance, enfin voilà. Il y avait vraiment tout ça qui se retrouvait dans cette Coupe du Monde de Quidditch, et puis surtout, ça permettait de faire l'arrivée du méchant de ce film. Enfin un méchant, si c'est vraiment un méchant, mais en tout cas, ça lui permettait d'entrer en scène à ce bon vieux Barty Croughton Jr. Oui les amis, vous vous doutez bien que si ce film est 8ème, c'est qu'il y a quand même des raisons. Alors tout d'abord, une chose qui m'énerve, mais qui m'énerve particulièrement dans ce film, vous savez ce que c'est? C'est le tournoi des 3 sorciers. Alors mais ce truc, le tournoi des 3 sorciers, cette intrigue, elle est insoutenable. Ce tournoi est insoutenable, je trouve qu'il pompe, excusez-moi l'expression, beaucoup trop d'énergie au film, beaucoup trop de temps pour développer certains passages, et puis surtout, les profs nous mettent des épreuves quasiment extrêmes, les unes après les autres, qui sont très dangereuses pour des simples magiciens de 14 ans qui pourraient tout simplement les tuer sur place. Donc ça, non, on dit rien, hein. Là-dessus, le ministère, il est d'accord pour une fois avec l'école, ça, il n'y a pas de souci. Ah non, mais je vous arrête tout de suite. Le plus absolu, le plus gros gâchis pour moi de ce film, c'est la pseudo-dispute. Et c'est même pas une dispute. Le pseudo-caprice entre Ron et Harry, hein, au sujet de « Oh ouais, mais Harry dit, t'aurais pu me dire quand même que t'as mis ton nom dans la coupe de feu. On est meilleurs amis ou pas? On est meilleurs amis, j'aurais plongé avec toi Harry, j'aurais plongé avec toi, ne me regarde pas comme ça Harry, hein. Oh non, je ne te parle plus, tu n'es plus mon ami, voilà.
En gros, ça c'est le résumé grotesque de leur dispute pendant presque une demi-heure de film, pour finalement se rendre compte que « Ah mais oui Harry, mais t'avais raison, en fait tu n'as jamais mis ton don dans la coupe de feu ». Ron is fucking genius. Ah bravo, t'avais même pas compris qu'il y avait anguille sous roche, monsieur Weasley. Ah non, ça ne t'est pas passé par la tête. Non, c'est trop difficile, malheureusement, de se dire qu'Harry a peut-être fait une bêtise dans sa vie. Mais comme je vous l'ai dit, le plus gros problème du film, c'est le tournoi des trois sorciers qui pompe beaucoup trop d'énergie à cette saga, surtout à ce 4e volet. On nous met des épreuves qui sont toutes dangereuses les unes que les autres, ça bloque certains passages de l'intrigue, notamment avec le professeur Maugret. Comment est-ce qu'il a décidé de capturer le vrai professeur Folleuil, son but de soutenir Harry dans la saga, le début de relation entre Harry et Cho, et puis surtout le mystère autour de ce tournoi des trois sorciers, parce qu'on dit voilà qu'il y a souvent des choses étranges qui y arrivent, mais on ne sait pas vraiment quoi. Donc tout ça, ce sont un petit peu les raisons pour lesquelles Harry Potter 4 pour moi est le pire film de la saga. Et j'emploie encore une fois le mot pire, non, il y a pas pire que ce film dans Harry Potter. Voilà, on peut passer à la suite. Vous savez, bien souvent, les gens adorent les premiers films de saga. Ce n'est pas une critique, c'est une chose qui est vraie, bien souvent parce que le premier film est un petit peu le symbole de l'enfance, un petit peu le symbole de la nostalgie, qui rappelle que voilà, il n'y aura jamais rien de mieux que le premier film, le deuxième est toujours mauvais, le troisième c'est une mauvaise idée, enfin bref. Eh bien non, désolé de vous le dire, je crois que vous avez dû sauter de votre chaise en voyant ça, mais pour moi, Harry Potter 1 n'est pas le meilleur film de la saga. Bien sûr, si vous voulez parler un petit peu de ce que j'aime, ben voilà, j'avoue clairement que ce film a pris un petit coup de vieux, ce qui est normal, hein, il est sorti début 2000, mais visuellement ça reste encore très acceptable. J'adore surtout le début d'amitié dans le trio mythique de la saga Harry Potter, donc Harry, Ron et Hermione. Enfin voilà, tout ça, il n'y a pas de souci. Sur ces points-là, le film me plaît bien, me plaît encore assez, mais ce n'est pas ça le problème. Ce que je reproche en tout premier lieu à ce premier volet, c'est d'avoir introduit le méchant le plus grillant de toute l'histoire des méchants qui existent sur tous les films de la saga et sur tous les films sur Terre. Sérieusement, on peut en parler du professeur Quirrell là. Alors, dès le début, tu sens que le prof, il est pas net du tout, il fait des agissements et des messes basses louches dans la bibliothèque le soir, il fait rentrer un troll dans l'école Poudlard, alors que, excusez-nous, hein, excusez-moi les amis, c'est quand même être censé être l'école la plus sécurisante au monde, où personne ne peut y entrer, personne ne peut s'échapper, enfin bref, ça paraît un petit peu louche tout ça. Ce prof-là, pour moi, c'est le plus gros défaut de ce film. Autre reproche que je fais à ce film, c'est d'avoir un petit peu créé des personnages agaçants, voire emmerdants au début, mais qui heureusement ont bien évolué par la suite et je m'en réjouis. Je pense notamment à Drago Malfoy, hein, qui est passé d'un enfant un petit peu rebelle à un petit abruti, voilà. Mais dans le début du film, Malfoy c'est un sale gamin, on n'a pas envie de l'apprécier, on a envie de lui mettre des tartes, vous voyez, de lui dire qu'est-ce que tu cherches. On peut également parler d'Hermione Granger qui, avouons-le les gars, on adore tous Emma Watson, mais dans les 2 premiers films, Hermione Granger, elle est insupportable. Elle est insupportable. T'as juste envie de lui dire, tu appelles ça jeter un sort? Bah ouais, c'est de la magie, quoi. Enfin, t'as vraiment envie de lui rentrer dedans. Et les Dursley, mais eux, à la limite, c'est encore normal qu'ils soient méchants et qu'ils soient pas très gentils, quoi. Comme je vous l'ai dit, rassurez-vous, il y a des choses positives à retirer de ce premier film, comme l'amitié merveilleuse et mythique du trio de la saga, que ça soit dans le film ou en dehors. Sérieusement, les 3 loustics, ils sont amis dans la vraie vie, et ce depuis presque 15 ans. On peut également parler un univers riche, merveilleux, avec un château exceptionnel, que même moi j'aimerais visiter, que j'aimerais aller à Poudlard. Je suis un de ces enfants qui est frustré de ne pas avoir reçu sa lettre. Donc oui, le premier film reste mythique, mais selon moi, ce n'est pas le meilleur de ce classement, donc on peut avancer et pointer à la 6e place. Si je devais être franc avec vous et parler du 7e film, en tout cas la première partie du 7e film, je dirais que le film dans son ensemble, et surtout dans le début, donc les 30 premières minutes est vraiment intéressant, il y a du rythme, il y a des personnages qu'on retrouve et ça fait du bien. Par contre, qu'est-ce qu'il est lent? Qu'est-ce que ce film? Qu'est-ce que les Reliques de la Mort partie 1? Ce film est lent, c'est incroyable. Sérieusement, 2h40 de film pour que ça soit aussi lent durant cette première partie. Alors là, non mais, vous abusez un peu Warner, sérieusement.
Il n'y a même pas besoin de discuter, comme je viens de vous le dire à l'instant, le plus gros problème du Harry Potter 7 partie 1, c'est sa lenteur, vraiment sa lenteur. Entre les fuites face aux mange-morts et face aux personnes malveillantes du ministère, la séparation de Ron, Harry et d'Hermione, encore des fuites, des cache-cache. Sérieusement, ce film, ça aurait pas dû s'appeler Harry Potter et les reliques de la mort, ça aurait dû s'appeler Harry Potter et la fuite. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ce premier volet... cette première partie du 7e film, c'est vraiment fuir, 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 se cacher, fuir, 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 oh, se reposer. C'est ça le résumé. Ce que je regrette beaucoup par exemple avec ce 7e film, première partie, c'est d'avoir complètement zappé la chasse aux Horcruxes. Je suis désolé mais dans le 6e film on introduit les Horcruxes, ce qui est vraiment une chose cool, parce que ces petits objets c'est un petit peu la grande faiblesse, c'est ce qui peut tuer Voldemort. Mais au lieu de ça, non, on a préféré démontrer les escapades en forêt, les escapades en ville en buvant du polynectar au détriment justement de l'intrigue. Bah oui, pourquoi pas, on trouvait ça beaucoup plus amusant chez Warner que de se dire « Ah, mais non, les Horcruxes, on va les garder pour le dernier film, c'est beaucoup plus amusant, voyons !» Par contre, un sujet vraiment très cool dans ce film, c'est d'avoir introduit les reliques de la mort, tout simplement, c'est-à-dire la cape d'invisibilité, la baguette de Suro et la pierre de résurrection. 3 artefacts qui font de vous le maître de la mort. Rien que le nom, ça te fait quand même kiffer les 3 reliques. Et bien sûr, on va l'aborder, forcément, vous vous en doutez, je pense que vous pleurez déjà devant votre écran, je suis désolé. Ce que le film réussit très bien également, c'est la mort de Dobby. Alors ça, je vous le dis pas assez, mais Dobby pour moi c'est une de mes créatures magiques préférées, et je trouve que la mort de Dobby a vraiment été poignante, très réussie dans ce 7e film partie 1, ce qui finalement rattrape un petit peu la lenteur du début. Ce personnage doit à Harry quasiment tout, il lui doit la vie, il lui doit la liberté, donc oui, ça me touche énormément de voir Dobby risquer sa vie pour sauver celle d'Harry qui l'a sauvée et qui justement l'a aidé à s'échapper de la famille Malfoy. Donc oui, la mort de Dobby est quelque chose de poignant, de très triste avec Dumbledore, c'est une des plus tristes de la saga, c'est 2 morts qui personnellement ne m'ont pas traumatisé entre guillemets, mais m'ont vraiment touché au plus haut point. Pour être franc avec vous, si on commence à poser un petit peu les bases d'Harry Potter, si on devait situer un des films de la saga qui se classe dans les catégories sombre, inquiétant, malveillant, méchant, diabolique, eh bien je pense que le 3e volet, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, se classe parfaitement dans cette catégorie. Ce film a beau avoir déjà plus de 10 ans, je suis désolé, mais j'adore toujours le revoir, que ça soit pour l'ambiance, pour les thèmes qu'il aborde, et puis surtout pour l'intrigue, qui est vraiment très bien fichue pour le coup. Les personnages sont très réussis, que ça soit Rémus Lupin, donc le professeur de défense contre les forces du mal, ou même Sirius Black, le parrain d'Harry, et comme je vous l'ai dit, ils ont un lien très fort. Donc l'émotion entre les deux quand ils se rencontrent, elle est vraiment présente, très poignante, et surtout ça nous met dans l'ambiance du film. Justement, comme je vous en parlais, la rencontre entre Harry et Sirius est très bien démontrée, très bien mise en place. Au début, Harry n'a qu'une seule chose en tête quand il apprend que le parrain est entre guillemets impliqué dans la mort de ses parents, c'est de le retrouver, de le tuer, peut-être de l'envoyer à Azkaban. Mais on se rend compte également que Sirius, eh bien, il est touchant, il aime son filleul, et que pendant ces années d'enfermement, je crois que c'est 12 ans d'enfermement, il n'a pensé qu'à 2 seules choses: retrouver le filleul qu'il aime tant, donc sa seule et unique famille qui lui reste, mais également le venger les parents d'Harry qui sont morts, trahis par Queue de Verre, ce maudit rat. Autre point parfaitement réussi du film, ce sont les détraqueurs. Alors les détraqueurs, clairement, ce sont des créatures qui en imposent, que ce soit par leur texture un petit peu déchiquetée comme ça, leur présence qui est malsaine, qui est très sombre, et puis surtout c'est très réaliste, ne serait-ce que quand tu vois la scène du train où la main du détraqueur arrive comme ça, tu sens qu'il est méchant, qu'il est diabolique, même si sa présence était avant tout pour retrouver Sirius Black. Mais franchement, les détraqueurs, ils en imposent, que ça soit positivement ou négativement. Prenons un exemple, comme je viens de vous le dire, la scène du train. Cette scène, quand j'étais gamin, me terrorisait. Mais clairement, elle me terrorisait. Je ne pouvais pas la regarder en face parce que je voyais cette main crochue, un petit peu sale, presque squelettique, débarquer dans le train. Donc oui, ces créatures sont imposantes, elles sont très belles, mais qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Une certaine crainte, une certaine présence qui est très malveillante. Par contre, il y a une chose que je ne supporte pas dans ce film, et
je pense que certains aussi ne doivent pas l'apprécier, c'est le voyage temporel d'Hermione. Alors ça, ah non, j'ai beau avoir revu le film plusieurs fois, je n'arrive toujours pas à apprécier ce moment. C'est même le seul moment du film où j'arrive à décrocher, parce que oui, je veux bien comprendre l'idée que, ouais, mais comme ça, ça prouve que rien n'est voué à se produire, qu'on peut changer le passé, qu'on peut justement améliorer certaines choses. Oui, d'accord, mais vous auriez pu le faire un petit peu plus vite là, parce que je pense très sincèrement que si on n'est pas très réfléchi en regardant le film, on a du mal à se dire mais attends, mais comment Hermione elle s'est retrouvée là? En fait elle était là depuis le début et à ce moment-là, et puis elle était là aussi à ce moment-là. Enfin voilà, vous voyez rien que là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'était bien, le 3 est vraiment cool comme film, mais avec ce genre de choses, ce voyage temporel, on s'y perd, on nage dans la semoule comme on dit. Je vais être franc avec vous, au début je n'appréciais pas, voire même je détestais Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais en le revoyant, en re-regardant le film et en l'analysant un petit peu mieux, eh bien, c'est devenu un de mes favoris. Ah, c'est pas pour rien qu'il est 4ème, ce film, je l'adore, malgré ses petits défauts. C'est pour moi un des films les plus sombres en termes d'ambiance générale. Déjà le 3 foutait, excusez-moi, un petit peu les boules, mais alors le 5 c'est encore pire parce qu'il repart sur la mort de Cédric Diggory qui pour certains a été traumatisant, enfin pas pour moi, mais bon, enfin voilà. Et surtout son incidence dans la vie d'Harry, que Harry est un petit peu mal aimé par tous parce que le fait que Diggory soit mort, ça paraît un peu bizarre qu'il soit mort avec Harry, enfin voilà. Les potes d'Harry, en fait, ils ont plus confiance en lui, en gros. Donc ça va pas très fort pour le jeune sorcier. Ensuite, autre point qui montre que Harry Potter 5 n'est plus dans un côté enfantin, féerique ou magique, c'est l'idée du soulèvement du ministère, le coup d'état un petit peu raté du ministère contre Poudlard, pour tenter de transformer l'école en mini-dictature, en mini-armée, parce que, soi-disant, l'école est en train de rabaisser son niveau, le laisser aller, la baisse de régime, la baisse d'études. Donc voilà, c'est un petit peu un coup d'état qu'a tenté le ministère contre Poudlard. J'accorde également un très gros point positif à l'armée de Dumbledore, donc entre guillemets à l'Ordre du Phénix, cette idée de vouloir créer un ensemble de sorciers, de magiciens assez puissants pour venir à bout de Voldemort et enfin le terrasser parce que ça fait quand même longtemps qu'il fout un petit peu la merde, on va dire, dans le monde des sorciers. Donc cette idée de retrouver des anciens camarades, des anciens amis d'Harry pour créer cet ordre, c'était vraiment cool. Et puis ça permet de revoir de nouveaux personnages, voire des anciens. Retenez bien, nous sommes à 27 minutes 35 de tournage, voilà, c'est important. Je suis totalement fan, je craque même pour la relation entre Harry et Cho. Alors oui, je sais, il y a tous les fans de Ginny et Harry, mais moi je suis peut-être l'exception, entre guillemets, qui accorde une grande importance à ce couple, parce qu'il est vraiment craquant. Il est tellement craquant ce couple, même si ça ne dure pas longtemps. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le couple final de la saga, ce n'est pas celui que J.K. Rowling a mis dans les livres, oui, ça va. Calme-toi, mais je trouve que ce couple a le mérite d'évoluer, timidement, et on peut le dire d'un côté, mais surtout logiquement au vu du 4ème film, qui malgré tout a quand même un petit peu posé les bases de ce petit flirt entre Harry et Cho. D'accord, vous n'appréciez peut-être pas Cho, mais moi j'adore son côté un petit peu timide, pudique, voire très réservé avec Harry, et même dans sa relation amoureuse. Ça évolue lentement, timidement, mais dans le bon sens. Donc oui, je suis un de ceux qui adorent ce couple, et je suis même frustré que Harry n'ait pas fini avec elle, parce que je trouve qu'il a beaucoup plus de points communs qu'avec Ginny. Voilà, c'est peut-être mon avis, mais c'est comme ça. On va avancer dans les points positifs, sinon cette partie va durer trop longtemps, mais ce que le film réussit parfaitement aussi, c'est le retour de Voldemort, la menace de Voldemort, qui vraiment est un petit peu le gros nuage noir autour du monde de la magie, que tout le monde ne voulait plus retrouver, parce que Voldemort était mort il y a quand même 15 ans, donc depuis la mort d'Harry, enfin depuis la naissance d'Harry. Donc oui, il y a cette idée de menace un petit peu du retour du Seigneur des Ténèbres qui fait planer vraiment ce côté sombre autour du 5e volet qui, selon moi, n'est plus dans l'univers magique et enfantin. Là, on est vraiment dans le côté adulte, dans le côté sombre et dans le côté malsain presque.
Bon, si vous avez vu Harry Potter 5, je pense que vous comprenez bien sûr c'est quoi mon gros problème avec ce film. C'est Dolores Umbridge, le personnage que je n'arrive jamais à apprécier, que je n'arriverai pas à apprécier, que j'ai envie de frapper à chaque fois que je vois que je vois ce personnage jouer ce rôle un petit peu de Madame Théière, Madame prend le thé à 16h15 avec ses petits chats et toutes ses assiettes de petits chats vivants. Donc voilà, c'est... Ah non, ce personnage, j'ai pas d'atome crochu avec lui. On est tous d'accord d'une chose, le personnage on ne l'aime pas. Par contre, il faut quand même souligner le jeu de l'actrice. L'actrice est quand même exceptionnelle dans son rôle, à un point où c'est presque parfait, parce que voilà, l'idée de vouloir transformer Poudlard en mini-école militaire, avec des règles, en veux-tu, en voilà, donc ne pas s'embrasser, ne pas se tenir à 5 mètres l'un des autres, enfin voilà, il y avait une checklist qu'elle avait faite avant de venir à Poudlard. Donc oui, là-dessus on est tous d'accord que Umbridge, dans le personnage, elle est exécrable, on a envie de la frapper, on a envie de lui faire tout et n'importe quoi dans le mauvais sens, et par contre, niveau personnage, enfin niveau actrice, niveau du développement de l'actrice, de son jeu d'acteur, c'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus, voilà, c'était top là-dessus. Ce qui est fou, c'est qu'on souligne la performance exceptionnelle de l'actrice. Par contre, quand elle se fait enlever par tous les centaures à la fin du film, qu'elle pète un câble en disant « Oui, je n'aime pas les enfants, je n'ai jamais aimé les enfants », on est presque soulagé en fait de la voir partir avec les centaures. Et je me demande d'ailleurs comment elle en est ressortie vivante, parce qu'on la retrouve dans le 7 partie 2, ce qui est un petit peu bizarre. Enfin voilà, elle avait l'air en pleine forme en tout cas. Nous sommes donc entrés dans le top 3, le podium, et à cette fameuse 3e place, le film qui décroche la médaille de bronze, c'est donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, le 2e volet qui pour moi est très réussi à mon sens, clairement c'est un que j'adore. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'en règle générale, le premier film est le plus réussi, c'est celui qu'on va retenir en premier lieu, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle dans ce cas précis, parce que le 2e, selon moi, est bien meilleur que le premier Harry Potter. Ce que j'adore particulièrement dans ce film, c'est déjà toute l'intrigue autour de la Chambre des Secrets, qui en fait nous fait clairement dire que cette pièce, cette salle, ça donne un côté mystérieux, un côté étrange à l'école Poudlard qu'on n'était pas du tout habitué dans le premier film. Donc là, ça nous lance clairement dans l'idée qu'il y a des créatures étranges dans le château, voire même pire que les ogres. Enfin voilà, ça laisse planer un petit peu le mystère au-dessus de l'école. Je tire également mon chapeau entre la rencontre entre Tom Jedusor étant ado et celle d'Harry dans la Chambre des Secrets, une rencontre qui justement permet d'apprendre un petit peu les ambitions qu'avait Tom Jedusor étant ado et son envie de régner sur le monde des sorciers. Et d'ailleurs, je vais être franc avec vous, pour moi c'est un des meilleurs Tom Jedusor de la saga. C'est celui qui est au top en termes de réflexion, en termes d'intelligence, en termes de plan machiavélique, parce que ce mec, faut pas l'oublier qu'il était préfet, il était préfet à Poudlard, donc dire que être préfet et envisager peut-être de dominer le monde des sorciers dans quelques années, c'est quand même un plan tordu. Je peux également souligner le Tom Jedusor du 6e film, qui est pas mal non plus. L'acteur n'est pas le même, mais il a également un très bon jeu d'acteur, je trouve, ce Tom Jedusor du 6e volet. Ce film a beau être magnifique dans tous les sens du terme, visuellement, au niveau de l'émotion, au niveau de la musique, enfin bref, il y a presque rien à redire sur ce film, mais il y a un presque. C'est malheureusement toute l'intrigue autour de Hagrid qui, selon moi, ne sert à rien, c'est inutile. Enfin, c'est pas inutile, mais dans un sens, on aurait pu s'en passer, parce que finalement, cette intrigue permet juste de montrer Aragog. On va voir Aragog, waouh, oui, c'est vrai, l'araignée est très belle et très bien réussie, mais après, c'est juste pour nous dire, ah bah oui, mais en fait, Hagrid, il a toujours été innocent. Bah oui, mais ça, on le savait déjà, on savait que ça pouvait pas être Hagrid, hein, bien que il est peut-être un peu grand, parfois un petit peu monstrueux par moment, mais c'est pas non plus une personne qui va aller tuer des milliers d'enfants, donc ça, on aurait pu s'en passer, je trouve. Malgré la très belle scène de fin qu'on a eu droit, hein, qui pour moi est une scène de fin qui me tire presque toujours la petite larme à l'œil. Ah là 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 là, que dire, que dire, que dire. Le 6e film de la saga est clairement un des meilleurs pour moi. Et vous le savez, je ne fais pas ça par hasard, ce n'est pas anodin qu'il se trouve à la 2e place. Parce que oui, il y a mieux, qui vous surprendra un petit peu, mais en attendant,
parlons de Harry Potter et le prince de sang mêlé. En termes d'intensité, en termes d'émotion, en termes de rebondissement de personnages, le 6e volet nous offre une claque visuelle et cinématographique, il faut le dire, hein, pendant 2h40. Très honnêtement, ce film c'est clairement un de mes préférés, j'adore le revoir, il est drôle, il est amusant, il est émouvant. T'as vraiment tout ce méli-mélo de bons moments qui font que le 6e volet est clairement un des plus réussis de la saga. Tout d'abord, ce que le film réussit parfaitement, c'est le rôle de Rogue et son implication, son infiltration au sein des amis de Voldemort, entre guillemets, parce que oui, Rogue savait dès le début que pour tuer Dumbledore signifiait réussir sa mission d'infiltration avec Voldemort et donc d'ajouter la dernière pièce manquante du puzzle. Rogue savait dès le début, et on l'apprendra d'ailleurs dans le 7 partie 2, qu'il devait absolument tuer son ami pour réussir, c'est même Dumbledore qui lui a dit. Donc oui, ne serait-ce que dans sa décision finale de se dire « Ok, je suis face à un dilemme, je n'ai pas le choix, je vais devoir le faire, même si Dumbledore je l'ai toujours aimé. » Donc rien que pour ça, et surtout l'implication de Rogue dans la bataille finale, permet justement de faire un grand salut au personnage, de saluer son implication dans ce film Harry Potter, et surtout de saluer la performance de l'acteur Alan Rickman. Comme j'ai envie de dire, always Alan. Always. Bien sûr, une autre chose très réussie dans ce 6e film, c'est la mort de notre magnifique Albus Dumbledore, une mort que personne ne s'y attendait. Très sincèrement, moi quand j'ai vu le film dans la salle, je me dis d'accord, donc on fait tuer le meilleur prof de tous les temps, et puis c'est une mort qui un petit peu nous a tous traumatisés, comme Dobby. Ce sont deux morts qui en fait sont très douloureuses pour chacun de nous. Dumbledore savait très bien, malheureusement, qu'il allait mourir sous la main de son ami. Et ce qu'on peut souligner dans ce 6e film, c'est sa relation un petit peu très émouvante, comme un grand-père finalement qui laisse son testament à Harry, entre guillemets, parce qu'il lui laisse la main, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc oui, c'est une mort qui a été traumatisante, mais on peut l'avouer, et encore, elle est traumatisante, pourquoi? Parce que Dumbledore est une icône dans le monde de la magie, c'est une icône, c'est un mythe presque, Albus Dumbledore, chez les magiciens, mais on peut se dire une chose, c'est que notre beau barbu aura eu une belle et très longue vie, remplie de joie, de bonheur et un peu de tristesse malgré tout. Alors, oui, je me cache un petit peu, parce que je sens que vous allez me détester après ce que je vais dire malheureusement. Mais bon, allez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce que je reproche au film, et ce que je n'aime pas dans ce film, c'est le couple Harry Ginny. Ah oui, ah on l'attendait celle-là. Ah, je ne supporte pas ce couple, je le trouve fade. Ah oui, mais fade, à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Il est pas intéressant, il est pas émouvant. Enfin voilà, en plus, la relation Harry-Ginny, je vais l'expliquer, mais dans le film, je dis bien dans le film, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, vous savez, un morceau d'ongle qu'on met sur la table. Enfin vraiment, c'est un truc inattendu. D'accord, et on me l'a déjà dit, je n'ai pas encore arrivé à ce moment-là, mais dans les films, c'est expliqué différemment. Ce que je peux tout à fait comprendre, parce que bien souvent, dans les livres, c'est un petit peu différent. Mais là, je suis désolé, dans le 4 et dans le 5, Harry est à fond sur Cho. Il n'y a personne d'autre autour. Dans le 4, c'est « Oh, ben Ginny m'intéresse pas, donc je vais sur Cho ». Dans le 5, c'est un petit peu la concrétisation hein, de la romance entre Harry et Cho. Et puis dans le 6, ben Ginny est passée par là, comme le marchand de sable, comme n'importe quoi. En fait, elle se dit « Oh, ben tiens Harry, qu'est-ce que tu fais là ?» Ben en fait, quoi, ça fait quand même presque 6 ans que j'attends hein, que tu me cours après. Mais bon, c'est pas trop grave, on n'est plus à un an près. Hein. Non. Je vous l'ai dit, j'aurais 100 fois préféré qu'Harry sorte avec Cho parce que ils ont une relation qui est mignonne, qui est attendrissante, qui est même émouvante. Ce qui n'est pas le cas de Ginny, je trouve. Je suis désolé. J'adore le personnage de Ginny, l'actrice Bonnie White le fait très bien, mais le couple pour moi est fade, il est triste, il est pas émouvant. C'est pas le couple référence, je suis désolé. Moi, un couple pareil, je suis pas ému devant, donc oui, vous pouvez me jeter des pierres, vous pouvez vous désabonner maintenant, ça vous fait plaisir, les kikou fans de Ginny et d'Harry, mais moi, je suis pas fan, c'est vraiment pas ma tasse de thé ce couple. Ça peut paraître
Je dis bien, ça peut paraître très étonnant, mais le dernier film de la saga est clairement celui qui m'a fait vibrer. Ah là, pendant 2h40, ce Harry Potter 7 partie 2 eh bien, a fait toute la saga, a fait oublier tous les mauvais points que j'ai pu retenir des autres films. Pour moi, c'est le film par excellence que je vais retenir aujourd'hui. Autant la première partie était longue, ennuyante, chiante, parce qu'on faisait que se cacher, que manger, que dormir. Là, dans cette deuxième partie, on a la bataille finale qui vraiment n'est pas du tout ennuyante, pas du tout lassante. On prend vraiment entre guillemets son pied, voilà, durant cette bataille. On a des rebondissements à tout va, des révélations, c'est important de le dire. Et puis surtout, on a une chasse aux Horcrux qui est intensive, une chose qui n'était pas présente dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Ce que j'adore particulièrement dans cette bataille finale, c'est qu'elle nous plonge véritablement dans le côté très sombre, le côté vraiment glauque de Poudlard, qui est vraiment devenu une école avec des conséquences. Parce que là, c'est plus l'école magique et l'école où tout est beau, tout est merveilleux. Là, il y a une bataille finale dans Poudlard qui a des conséquences terribles. Terribles pour les magiciens, pour les magiciennes, pour l'établissement également, parce que Poudlard se fait un petit peu démolir la tronche à coups de baguette magique. Donc oui, là-dessus, le film réussit très bien son coup. La recherche des Horcrux est également très bien exploitée. Elle est plus intensif que dans le premier volet, où on va un petit peu de droite à gauche les chercher sans vraiment s'arrêter. On a le retour de personnages iconiques, je vais dire ça comme Gripsec, qui était le gobelin qui a ouvert les portes du coffre d'Harry dans le premier film. On a également l'apparition de Ollivander, le mythique vendeur de baguettes magiques. Et puis Ollivander, ça reste Ollivander, c'est le personnage phare de cette saga, c'est lui qui donne les baguettes magiques quasiment à tous les premiers sorciers, enfin qui donnait. Et bien sûr, je ne peux pas oublier Albert Forte, qui sans lui, eh bien, la bataille finale aurait peut-être pris une autre tournure. Le frère de Dumbledore, s'il ne s'était pas ramené avec les renforts de l'Ordre du Phénix, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu différent. On n'aurait peut-être pas eu la victoire d'Harry et tout ça, mais bon, enfin voilà, faut pas non plus oublier la bataille finale de l'autre côté, avec les renforts qui sont venus vraiment prêter une main forte incroyable à nos amis pendant le combat. Si ce film est en tête de liste, ce n'est pas pour une raison anodine, c'est tout simplement pour la mort de Rogue, qui selon moi est la meilleure de la saga. Et pas seulement pour la mort de Rogue, mais également pour le personnage, pour ses intentions, pour son rôle d'agent double depuis le premier volet, qui nous a fait un petit peu nous questionner sur le personnage. On a appris son histoire, on a appris son background, comme on dit, et puis surtout on a envie de kiffer ce personnage, ne serait-ce que pour sa résolution finale. Il a eu un rôle clé, un rôle essentiel depuis le premier film, en jouant son rôle d'agent double, en se faisant passer un petit peu pour le professeur méchant, pour celui qui est aigri, qui peut un petit peu basculer du côté des ténèbres sans aucune raison. Donc sur ces points-là, il a très bien réussi. Et puis je ne dirais qu'une seule chose, et je le redirai toujours, parce que Alan Rickman, le professeur Rogue, c'est clairement le coup de cœur de cette saga, même pour moi. Always. Always, forever, Alan Rickman. Always. On a des scènes de sacrifice, des scènes de bataille, de retrouvailles, d'émotions, de joie, de larmes. Bref, pour tous les points que je viens de vous citer, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 méritent amplement cette première place. Et on ne va pas lui retirer, parce que ce film, encore une fois, c'est la réussite de la saga. C'est selon moi l'aboutissement de la saga Harry Potter qui s'est achevée de la meilleure des manières. Donc oui, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est le grand vainqueur de mon top 8 des films de la saga Harry Potter préférés. Je n'ai plus de voix, c'est merveilleux. Ben voilà les gars, je crois avoir été complet pour cette vidéo et je l'espère parce que ça fait presque 1 heure que je tourne. Ça fait 50 minutes que la vidéo est en route, j'espère très sincèrement que ça va pas durer énormément. Enfin voilà, vous avez donc désormais mon classement. Encore une fois, ce classement est personnel. Ce n'est qu'à moi que ce classement revient. Vous pouvez mettre le vôtre dans les commentaires parce que je suis sûr que personne n'aura le même. Ce qui est un petit peu ça le but du jeu. Donc oui, si vous avez envie d'échanger, de débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci, c'est là pour ça. Si la vidéo t'a plu en tout cas, et j'espère qu'elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, très important, à peut-être t'abonner, si tu veux découvrir d'autres contenus, tu verras, c'est gratuit, c'est en un coup, c'est un clic. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le prochain top personnel portera sur des personnages d'animé, où on parlera de mon classement sur mes personnages préférés dans Fairy Tail. Donc les fans de Fairy Tail, soyez au rendez-vous et à très bientôt sur YouTube. Salut!